Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. La charge mentale, la gestion de nos vies, la gestion de nos attentes sont des sujets qui nous préoccupent beaucoup. Alors, pour cet été, nous avons choisi de rééditer les épisodes sur ce sujet-là que vous avez le plus aimé pour que vous puissiez en profiter une deuxième fois, une troisième fois, autant de fois que vous voulez. Je vous souhaite une très bonne écoute. Nous allons aujourd'hui parler du stress et plus particulièrement de comment s'en libérer. Nous vivons une période qui est difficile et vous avez été nombreux à nous interroger sur comment aider vos salariés à gérer leur stress. Nous avons choisi d'interviewer Alex Febot, auteur de plusieurs ouvrages sur ce sujet, car j'ai beaucoup apprécié son approche. Il parle de stress, mais il parle aussi de plaisir, d'épanouissement, et il parle aussi du corps. Ces mots ont déserté l'entreprise depuis un moment déjà, malheureusement, alors qu'ils représentent le carburant d'une énergie créatrice et positive. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui comment Alex nous propose de réconcilier travail et plaisir. Alex Febot, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour Magali, et merci de me recevoir. Mais je sais que nous allons apporter quelque chose à nos auditeurs aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé votre approche telle que je l'ai découverte dans un de vos ouvrages, puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages. La première question qui me vient immédiatement, vous le dites très bien, nous sommes dans une société de la performance où on doit tous être le meilleur de tout le temps, et finalement, ça a des impacts en termes de stress. Et vous l'illustrez bien. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques exemples? Alors, pour faire simple, en fait, le stress résulte d'une inadéquation entre les contraintes imposées, qui sont des contraintes réelles ou perçues tout simplement, et les ressources dont nous allons disposer pour pouvoir y faire face, ou bien les ressources dont nous croyons disposer pour y faire face. Les contraintes qui sont liées à l'accélération extraordinaire du temps ces dernières années, notamment avec l'utilisation de nouvelles technologies par exemple, les contraintes qui sont liées à l'obligation de résultat, par exemple autour de la pression au résultat dans certains secteurs, ou à l'absence de moyens, par exemple on va penser au secteur public, prennent différentes formes évidemment en fonction de ces secteurs d'activité. Mais de toute façon, bien plus que le culte de la performance, encore, c'est finalement l'absence de sens qui va faire beaucoup de mal au travail et qui va générer beaucoup de stress chez certaines personnes. La soumission à des procédures, par exemple, à des organisations complexes, et tout cela indépendamment du bon sens parfois et même du bien-être humain. Pourquoi on fait comme ça, par exemple, ou pourquoi fait-on comme ça? J'entends parfois ces questions-là posées dans le monde du travail, parce que c'est comme ça, point. Ou parce qu'un tel l'a décidé dans l'organisation et que son statut lui permet de faire appliquer une décision qui confine parfois à l'absurde, indépendamment du bon sens opérationnel que constatent tous les jours les acteurs sur le terrain. Alors évidemment, le nombre de gens qui peuvent dire qu'ils aiment leur métier aujourd'hui et qui lui donnent un sens, finalement, est assez élevé. Il est encore assez élevé, finalement. Il y a beaucoup de gens qui disent encore aujourd'hui, moi, quand je me lève le matin, je sais pourquoi je vais travailler ou j'ai envie d'aller travailler. Mais le nombre de gens qui peuvent dire aujourd'hui qu'ils exercent leur métier dans les conditions qui leur permettent de l'accomplir correctement, est, je crois, assez marginal, en fait. Je pense que beaucoup de gens se sentent empêchés dans leur travail aujourd'hui. Et on pense par exemple aux soignants en ce moment. Ils sont dans le feu de l'action en ce moment. Certains employés, du coup, paraît qu'ils sont parfois soumis à un management autocratique dans certains cas de figure, qui sont impliqués dans des organigrammes à une complexité redoutable en fait. Donc voilà, du coup, il y a beaucoup de gens finalement qui sont en difficulté sur leur travail par perte de sens, je crois.
de mon observation sur le terrain, le fait de demander une chose et son contraire en même temps, faites plus, moins, ou soyez créatif. Par exemple, j'avais un participant récemment dans une formation qui me disait être dans l'obligation de pondre des brevets. C'est le terme qu'il a utilisé. Il faisait partie d'un service recherche et développement dans une grosse entreprise. Et voilà, typiquement une double contrainte, c'est-à-dire soyez créatif, alors que la créativité ne se commande pas dans l'instant. Ça signifie pas soumettre à un ordre, en fait. Hein. Et on sait, à terme, la double contrainte, ça rend fou, en fait. Hein. Donc voilà, ça met beaucoup de gens en difficulté, je crois. Donc quand je vous entends, on entend justement cette difficulté et ce que nous on croise, enfin ce que moi je croise régulièrement, qui est de la souffrance finalement, le mot un peu fort, de la souffrance. Et votre ouvrage, enfin moi celui que j'ai préféré s'appelle Se libérer du stress et non pas gérer son stress. C'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui, parce que gérer et maîtriser son stress, ça me fatigue un peu. Se libérer du stress, c'est quand même une posture très différente, mais ça veut dire que le stress n'est pas une fatalité, alors. Alors pour revenir au titre de ce livre, en effet, c'est que c'est tout le problème d'un titre. Déjà, comment trouver un titre suffisamment accrocheur qui ne soit pas rire en même temps. Voilà. Mais en effet, alors la décision a été prise à l'époque de l'écriture de ce livre, donc avec Pia Debuchy, qui est la journaliste avec qui je l'ai coécrit, évidemment en conformité avec la ligne éditoriale du NO-CSP à l'époque. Car je reste convaincu que gérer, c'est pour des comptes en banque. La gestion, c'est pour un compte en banque, c'est pas pour l'humain en fait. Voilà, dès lors que nous touchons à l'humain, en fait, nous sommes moi j'aime bien parler de matière noble en fait, et en tout cas j'ai envie de dire qu'on peut pas réduire l'humain à une vision mécaniste du stress. Telle cause produirait tel effet et ce serait infaillible. Non, moi je crois ça nous empêche de mettre le stress à distance, de lui donner un sens, de trouver des explications à ça et du coup de nous permettre de mieux nous en émanciper. Ça c'est clair, oui. Maintenant, je crois que le stress c'est la vie. Hein. C'est une définition de Hans Selye, l'endocrinologue qui a défini la notion de syndrome général d'adaptation à la base. C'est le père du stress, Hans Selye. Et donc, il a défini le stress comme étant une recherche d'équilibre permanente. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on appelle dans le monde médical l'homéostasie, qu'on retrouve, par exemple, dans un acte aussi simple que la marche. Parce qu'en fait, la marche, c'est un déséquilibre permanent qu'on tente de rétablir en faisant un pas en avant. Et donc, le stress est omniprésent. C'est pour ça qu'il dit, donc, stress, c'est la vie. En revanche, la manière dont nous vivons ce stress peut évidemment être une entrave à notre épanouissement ou pas. Donc c'est là que ça se joue en fait. Finalement, le stress, exactement, c'est comment je le vis. En soi, finalement, on pourrait presque dire que c'est une fatalité, sauf que c'est pas une fatalité dans le sens où c'est ce que je vais en faire qui va faire la différence en effet. Donc si on exclut le syndrome post-traumatique, qui lui, fait écho à des situations plus graves, c'est le stress chronique finalement qui nous pose problème. Et le stress chronique, c'est quoi? C'est la répétition de facteurs de stress en continu, sans possibilité de revenir à un état de calme et un état de repos avant le facteur de stress suivant. Et ça, évidemment, c'est son épuisement. C'est la répétition qui épuise. Parce qu'on peut pas se ressourcer. On peut pas revenir au calme, on peut pas retrouver l'énergie nécessaire pour faire face au facteur de stress suivant. Oui. Et dans votre, moi j'ai beaucoup aimé quelque chose qui est le concept de flow que vous avez développé, donc FLW. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement par rapport à le stress c'est la vie, l'idée c'est de s'en libérer, c'est comment je le vis qui fait une différence. Alors le flow, c'est finalement c'est une notion qui a été définie par un monsieur au nom très poétique. Il s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi, donc ne me demandez pas d'orthographier son nom, voilà, c'est très compliqué, mais voilà, on pourra le noter sur le site pour comme référence. Oui, très bien. Mais en tout cas, c'est une notion très très intéressante puisque en fait ce monsieur qui est psychologue hongrois et s'est appuyé sur l'expérience de certains sportifs et artistes, ou sportifs de haut niveau en fait, pour lesquels en fait il a pu définir avec eux et échanger avec eux sur ce qui faisait l'intérêt de leur pratique
Et donc, il y a associé ce qu'on appelle l'expérience optimale au travail. Alors, c'est quoi l'expérience optimale au travail? C'est justement quand, dans le travail, que ce soit mon activité, en fait, j'atteins cet état de fluidité, de facilité dans lequel les choses coulent d'elles-mêmes, parce que je me sens bien psychologiquement, parce que je suis un peu comme dans une bulle, finalement. Hein. Ça, c'est un moment où, finalement, j'ai une bonne adéquation entre les contraintes imposées et les ressources. Tout à fait. Du coup, j'y trouve beaucoup de plaisir et de la satisfaction dans le fait de relever c'est-à-dire que je suis pas dans l'ennui, parce que sous-stimulé ou dans l'apathie, dans lequel je n'ai pas de stimulation et dans lequel dans laquelle je ne suis ni stimulé et ni en mesure de faire face à une éventuelle contrainte qui pourrait tomber, mais je suis dans le flow, donc dans un juste équilibre effectivement entre les contraintes qui me sont imposées, donc le niveau de défi auquel je dois faire face, et en même temps les ressources que j'ai pour y faire face, c'est-à-dire mes compétences professionnelles et autres. Finalement, on revient à cette notion d'équilibre, de marche, de balance, et qui fait que c'est l'équilibre qui fait que le stress devient quelque chose avec lequel on vit, mais qui est quelque chose qui peut être positif finalement. Oui, dans ces conditions-là. De stimulation en plus et même d'épanouissement, parce que sans ça, en effet, ce serait la vie sur Terre serait quand même bien morne aussi. Donc voilà. C'est vrai. Et alors, il y a quelque chose dont vous parlez et que moi je trouve essentiel et que peut-être on a un peu tous oublié, c'est le rapport à notre corps. C'est comment notre corps est notre pilier, un média entre le monde et nous, et que finalement, ce que vous montrez ou ce que vous expliquez, moi j'ai trouvé très bien, c'est que mon corps peut aussi m'aider à me libérer du stress et à gagner cet équilibre. Comment est-ce que je peux utiliser mon corps, ou comment est-ce que je peux faire avec mon corps finalement? Il y a une citation que j'aime beaucoup en fait, qui résume ça pour moi et qui dit que tout ce qui ne passe pas par le corps n'est que rumeur. Voilà. Et moi, je crois qu'on a vraiment besoin d'associer le corps dans ce qu'on fait au quotidien pour pouvoir y trouver du plaisir et du bien-être en fait. Et ça fait bien défaut en effet. Le corps en fait c'est le siège des plaisirs, de la sensorialité, de tout ce qui va nous apporter du relâchement. Et malheureusement, nous sommes dans une société qui valorise beaucoup trop exclusivement la tête, je crois. Et d'ailleurs, ça commence très tôt, ça commence à l'école, on le voit avec les enfants, etc. Même si aujourd'hui, beaucoup d'enseignants font des efforts pour renverser la balance, mais il n'empêche que nous sommes dans... Et d'ailleurs, les disciplines, on le voit très bien, les disciplines qui mobilisent le corps sont toujours dévalorisées au XXIe siècle. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, absolument. Et même quand vous avez des disciplines qui se rapportent au sport à l'école, on est encore dans la performance. En plus dans la compétition, tout à fait. Alors qu'en fait, des occasions de faire carrière passent aussi par les arts vivants, par exemple. On peut très bien faire carrière, dans des activités artistiques. On peut faire carrière dans le foot, puisque c'est très, ça devient presque caricatural aujourd'hui, mais en effet, on peut faire carrière dans beaucoup d'autres choses et s'épanouir dans beaucoup de domaines. Pas que dans des domaines qui relèvent uniquement de l'intellect et de cérébral, de ce que nous avons dans la tête. Et d'ailleurs, il suffit de regarder comment les cultures qui valorisent le corps permettent à des gens de se sentir plus épanouis, plus vivants, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai la conviction forte que c'est vraiment essentiel de promouvoir donc la créativité, le mouvement dansé par exemple. Je peux proposer des ateliers des fois dans certains cas de figure, des ateliers dans lesquels je vais inviter des gens qui sont dans des entreprises à bouger en musique, à créer en musique, à travailler sur leur vision par exemple s'ils sont managers ou s'ils ont des rôles de leader par exemple, mais aussi de mobiliser les gens à travers le rire pour travailler la cohésion d'équipe. D'accord. Et comment c'est accueilli dans l'entreprise? Il y a des entreprises qui sont très ouvertes à ce genre d'approche et puis d'autres qui demandent à s'ouvrir, qui le sont un peu moins et qui demandent du temps en fait, mais qui essayent. En fait, ce que je crois, c'est qu'il faut pas perdre le sens en fait de tout ça. Quelle est la finalité en fait? Ce qui intéresse beaucoup l'entreprise, on va pas se voiler la face, on est d'accord, c'est bien de dire que c'est bien de la recherche de performance. Il n'empêche que c'est pas parce que on recherche la performance qu'on doit le faire dans heurts et fracas et puis mettre tout le monde à genoux, alors qu'en réalité on peut aussi se permettre de chercher de la performance tout en s'épanouissant, tout en valorisant la cohésion dans l'équipe et la coopération dans les équipes. Et pour ça suppose d'apprendre à rire ensemble,
Donc, moi, il m'arrive de proposer des ateliers de rigologie, par exemple. Ça suppose d'apprendre à se dévoiler autrement ensemble. Par exemple, là, j'ai trouvé une méthode qui s'appelle la méthode Persona, qui travaille sur les masques de la commedia dell'arte, et qui permet donc d'apprendre à se connaître, à mieux se connaître face à une difficulté, etc. Et donc, avec tout son corps, d'être engagé pleinement avec son corps pour Donc finalement, si je devais apporter une conclusion à cet échange, moi j'aurais pu rester beaucoup plus longtemps, mais peut-être on refera un deuxième épisode. Ce que vous dites, c'est oui, la performance, mais avec du sens. Et en se souvenant de pourquoi on fait les choses, et c'est ça et c'est le sens finalement qui va aider chacun et chacune à pouvoir trouver ce flow et à le conserver si on fait attention à soi et attention à son corps. Ça serait la synthèse qui vous irait bien. Là, oui, en effet, en tout cas, de maintenir le corps et de faire face, du coup, de maintenir la présence du corps, puisque, en fait, si je me sens bien dans mon corps, dans mon métier, et que je sais pourquoi j'y vais, que je sais pourquoi j'agis, et qu'en même temps, j'ai l'occasion régulière de travailler en équipe avec mes collègues, de les rencontrer différemment que uniquement dans des échanges uniquement professionnels, je pense qu'on peut trouver de l'épanouissement et éviter, donc, ce que j'ai entendu il y a quelque temps, un participant dans une formation que j'ai rencontrée qui m'a dit mais moi le travail c'est un détour pour rentrer chez moi. Voilà. Moi je crois que le travail c'est pas un détour pour rentrer chez soi, c'est un lieu dans lequel on doit s'investir, et sinon faut effectivement trouver d'autres moyens de s'épanouir. Exactement. Faut changer de travail. Évident, mais en tout cas se faire accompagner pour y parvenir. Non. Ça me semble important. Voilà. Eh ben Alex, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.